Mes parents refusent d'assister à ma remise de diplôme à moins que je ne m'excuse d'une faute jamais commise. Ils ont complètement oublié la signification de cette date et pourquoi je l'ai choisie. 11 jours avant ma remise de diplôme, ma mère m'a envoyé un ultimatum par SMS. Monte sur cette scène. Excuse-toi auprès de toute la famille ou il ne viendrait pas. M'excuser de quoi? Elle ne voulait pas le dire clairement. Elle a juste appelé ça le jour où tu nous as humiliés. Un an de cette phrase, sifflée à mes tantes, répétée lors de dîners auxquels je n'étais plus invité. J'ai lu le SMS 2 fois. Puis j'ai tapé 2 mots en retour. Ne vous dérangez pas. 1 heure plus tard, mon père a renchéri. Après tout ça, tu dois bien ça à ta mère. Oh, ce mot. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Mes mains ne tremblaient pas parce que j'avais déjà réservé 2 places pour eux au 2e rang, et je venais de les donner toutes les 2. Ils pensaient que sauter ma remise de diplôme me punirait. Quand la cérémonie serait terminée, ce serait la chose qui me libérerait enfin d'eux. Je suis Sophie. J'ai 30 ans. Et la femme qui a envoyé ce SMS croyait toujours que j'étais la fille qui pliait chaque fois que sa mère élevait la voix. Elle n'avait aucune idée de ce que la dernière année avait fait de moi. Laissez-moi vous raconter comment ça a commencé. Cela a commencé un mardi dans la petite cuisine louée que je pouvais enfin me permettre seul, avec une toge de diplôme encore zippée dans sa housse en plastique accrochée derrière la porte. J'avais gagné cette toge à la dure. J'étais à 2 semaines de la fin d'un programme de sciences infirmières accélérées. 16 mois, pas d'été, des stages cliniques à l'aube et des conférences le soir. La plupart du temps, tout en prenant soin de quelqu'un qui oubliait lentement mon nom. J'avais 13 € sur mon compte courant le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation. J'avais travaillé toutes les équipes que je pouvais obtenir pour garder les lumières allumées. Personne dans ma famille ne m'avait aidé. Personne dans ma famille n'avait demandé. Alors, quand le SMS de ma mère est arrivé, je n'ai pas ressenti l'ancienne peur. J'ai ressenti quelque chose de plus calme et de beaucoup plus dangereux. Je me suis senti fini. Je veux être précise à propos du SMS parce que les mots exacts comptent. Pas d'excuses, pas de parents là, a-t-elle écrit. Puis, un instant plus tard. Tu sais ce que tu as fait? Lève-toi devant tout le monde et assume-le, ou ne nous attends pas dans le public. Elle a signé comme elle le faisait toujours, avec son nom complet comme si elle clôturait une lettre commerciale. Diane Dubois. Voici la partie qui semblerait insensée à quiconque a grandi dans une maison normale. Je ne savais pas de quoi j'étais censé m'excuser. Pas dans le sens où elle l'entendait. Je savais comment elle avait décidé de l'appeler. Je connaissais la phrase, le jour où tu as humilié la famille. Je l'avais entendue à chaque fête où j'avais été autorisé à assister pendant 1 an, puis aux fêtes où je ne l'avais pas été. Mais la chose qui s'est réellement produite ce jour-là n'était pas une humiliation. C'était la chose la plus décente que j'ai jamais faite. Et elle avait passé 12 mois à la retourner jusqu'à ce que toute la famille porte sa version comme si c'était un fait. J'ai posé la housse de la toge à plat sur la table de la cuisine et j'ai lissé le plastique. Sur le comptoir, sur un ruban bleu délavé, pendait une clé de maison en laiton qui n'était pas la mienne. Je l'ai touchée comme on touche une contusion pour vérifier si ça faisait encore mal. Ça faisait mal. Si vous avez déjà été celui que votre famille a décidé de blâmer, celui à qui on a raconté l'histoire et dit de la porter tranquillement, alors vous connaissez déjà le sentiment dans cette cuisine. Avant de vous en dire plus, faites-moi une faveur. Si cela résonne en vous, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner, car cela aide des histoires comme celle-ci à trouver les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est là-bas en ce moment. Je lis chacun de vos messages et j'aime savoir qui est avec moi ce soir. Maintenant, revenons à cette clé sur le ruban bleu et à la femme à qui elle appartenait. La clé appartenait à ma grand-mère, Éléonore Dubois, mamie, la mère de mon père. Elle est décédée en mars, 4 mois avant ma remise de diplôme, dans l'arrière-chambre de mon appartement, me tenant la main à 82 ans. La clé était celle de sa maison, une petite maison en briques de la rue des Tilleuls avec un perron tordu et une cuisine qui sentait toujours la crème pour les mains à la lavande. Elle y avait vécu 50 ans. Elle y avait élevé mon père. Et 1 an avant sa mort, mes parents ont essayé de la vendre à son insu alors qu'elle était encore en vie. C'est ça que j'ai fait. Je les ai arrêtés. Je vous dirai comment. Mais vous devez d'abord comprendre la structure de ma famille,
car la structure est toute l'histoire. Ma mère croit aux apparences comme certaines personnes croient en Dieu. Pas la substance d'une chose, mais son aspect. La carte de Noël, la table du cercle des magnolias. Le mot que nous utilisions fort en public à propos d'une famille qui parlait à peine en privé. Mon père croit à tout ce qui maintient la maison silencieuse, ce qui pendant 35 ans a signifié tout ce que ma mère croyait. Et ma sœur Colette a appris jeune que l'endroit le plus sûr où se tenir dans notre famille était à côté de maman. En étant d'accord, j'ai appris la leçon inverse. J'ai appris que dans notre maison, il y avait toujours un problème désigné. Et si ce n'était pas un vrai, ils assignaient le rôle. Pendant la majeure partie de mon enfance, le rôle était le mien. Je ne vais pas vous faire une longue et triste visite. Une seule image suffira. J'avais 9 ans. Un nain de jardin voisin avait disparu et il a été retrouvé dans notre garage, et ma mère a regardé Colette, qui avait 11 ans et pleurait, puis moi, qui ne pleurais pas, et elle a dit, Sophie l'a fait. Je ne l'avais pas fait. Colette l'avait fait, sur un pari. Mais Colette a pleuré et pas moi. Et dans l'arithmétique de ma mère, celle qui pleure est celle qui est blessée, et celle qui est calme est celle qui est coupable. Je me suis excusé auprès du voisin. J'ai été puni pendant une semaine. Colette a eu de la glace pour avoir été si bouleversée par tout ça. C'est l'année où j'ai appris que ma parole ne valait rien dans cette maison. J'ai cessé d'attendre d'être cru. C'est une chose étrange à abandonner à 9 ans, mais je l'ai abandonné, et cela a rendu le reste de mon enfance supportable. On ne peut pas être déçu par un verdict que l'on connaît déjà. Alors, quand je suis parti à 18 ans, je suis parti proprement. Pas de sortie en hurlant. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet dentaire, puis dans la facturation médicale. Puis j'ai économisé et j'ai déménagé 2 villes plus loin. Et j'ai construit une vie si tranquille que pendant des années, ma famille a oublié d'avoir des opinions à ce sujet. J'ai envoyé des cartes. Je me suis présenté aux fêtes où j'étais invité et je suis parti avant la 2e bouteille de vin. Je ne me suis pas battu. Se battre, c'était comme ça qu'on se faisait assigner le rôle. J'avais appris à être inassignable. Et puis il y a 1 an et demi, le téléphone a sonné et c'était mamie et sa voix était anormale. Elle glissait depuis un moment. De petites choses. La cuisinière laissait allumer, le nom de mon père pour des étrangers. Un médecin y avait mis un mot. Début de stade, le genre qui vous donne une piste avant que le sol ne disparaisse. Mes parents s'en occupaient, ce que j'avais pris au pied de la lettre parce que j'étais à 2 villes de distance et occupé à survivre. Ce que, s'en occuper, signifiait réellement, je ne le savais pas encore. Ce que mamie a dit au téléphone, c'est, Sophie, ma chérie, ils ont emballé mes manteaux d'hiver. Pourquoi emballeraient-ils mes manteaux en octobre? Je me souviens exactement où je me tenais. Je me souviens de la façon dont la question s'est logée dans ma poitrine et a refusé de partir parce que je connaissais ma mère et je savais qu'une femme n'emballe pas les manteaux d'une vieille dame à moins qu'elle ne prévoie que la vieille dame soit ailleurs. J'ai dit à mamie que je passerais ce week-end. Puis je me suis assise à ma table de cuisine, une autre table, un autre appartement, mais le même sentiment. Et j'ai fait la chose que je m'étais entraîné à ne jamais faire. Je me suis laissé impliquer. C'est la partie pour laquelle il me ferait m'excuser, m'être impliqué. Je veux que vous réfléchissiez à une question avant que je ne vous dise ce que j'ai trouvé, car votre réponse en dit long sur vous. Si votre grand-mère vous appelait effrayée et confuse et que votre intuition vous disait que les gens qui emballaient ces manteaux ne les emballaient pas pour des vacances, iriez-vous voir ou vous diriez-vous que ce n'était pas votre place? Gardez votre réponse. Je vais vous montrer ce qu'il y avait derrière la porte. Ce qu'il y avait derrière la porte était un panneau, à vendre, à plat dans le garage, en attente. Pas encore affiché. En attente. Appuyé contre le mur derrière le vieux vélo de mamie, enveloppé dans le même plastique que ma toge de diplôme allait plus tard contenir. Je l'ai trouvé le samedi suivant pendant que mamie faisait la sieste dans son fauteuil avec la télévision qui murmurait. J'étais venu la voir et j'ai fini dans ce garage. Et le panneau était la première chose honnête que quiconque dans ma famille m'ait montré depuis des années. Je ne l'ai pas touché. Je suis resté là et j'ai fait le calcul comme je le fais maintenant, comme l'école d'infirmière me l'avait appris. Quel est le mécanisme? Quel est le calendrier? Qui en bénéficie? La maison de mamie était payée. 50 ans, pas d'hypothèque, dans un quartier qui avait tranquillement triplé de valeur pendant qu'elle ne regardait pas. Sur le papier,
Elle valait un peu plus de 400 000 euros. Pour ma mère, ce chiffre n'était pas une maison où sa belle-mère avait vécu une vie. C'était un acompte. C'était la cuisine de Colette un jour. C'était la chose due à la famille pour le fardeau d'une vieille femme qui devenait incommode, et le mécanisme pour l'obtenir était déjà en marche. 6 mois plus tôt, juste après le diagnostic, mes parents avaient fait asseoir mamie à sa propre table de cuisine et lui avaient fait signer une procuration. Pour sa protection. Il lui avait dit qu'il pourrait ainsi l'aider avec les factures. Mamie, effrayée et nouvellement diagnostiquée et faisant confiance à son fils, avait signé. Elle ne se souvenait pas d'avoir signé. Elle se souvenait seulement qu'après cela, ma mère avait commencé à dire « nous » à propos de l'argent de mamie et « quand » à propos de la maison de mamie. Je sais ce que cela donne. Cela ressemble au début de toutes les histoires que vous avez ignorées. La famille avide, la grand-mère vulnérable, les papiers. Mais je vous promets que les papiers ne sont pas la fin de l'histoire, et ce n'est pas l'arme que vous croyez. Restez avec moi. Le document le plus important de toute cette histoire est un document que ma mère n'a jamais vu venir, et il n'a pas été signé à une table de cuisine. J'ai remis le panneau exactement comme je l'avais trouvé. Je suis entré. J'ai préparé une tasse de thé à mamie, et je suis resté avec elle pendant qu'elle me racontait une histoire de mon père à l'âge de 6 ans, courant sur toute la longueur de ce perron tordu. Et j'ai pris une décision que je n'ai pas annoncée parce que la première règle de ma famille est qu'annoncer une décision, c'est comme ça qu'on vous l'enlève. J'ai décidé que quoi que mes parents prévoient, ils devraient le faire par-dessus moi. Au cours des semaines suivantes, je n'ai pas recueilli de preuves. Je veux être honnête à ce sujet parce que la version de moi qui aurait fière allure sur une affiche aurait commencé à monter un dossier. Je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à construire une relation avec une femme que j'étais sur le point de perdre. Je lui ai rendu visite 3, 4 fois par semaine. J'ai appris quels médicaments allaient avec quel repas. J'ai appris qu'à 16 heures, elle avait peur sans raison que quiconque puisse nommer, et que la seule chose qui aidait était une voix à laquelle elle faisait confiance disant des choses ordinaires. J'ai appris l'endroit exact sur son poignet où sa crème pour les mains de longue date vivait, et son odeur, lavande, et quelque chose de plus vieux, est devenue l'odeur de la seule pièce sûre de ma famille. Je vais vous donner une nuit parce que je pense que vous devriez voir à quoi ressemblait de l'intérieur ce que la famille appelait un scandale. C'était en février. Au plus profond de l'hiver, 3 semaines avant un examen de pharmacologie que je ne pouvais pas me permettre de rater. Mamie s'est levée à 2 heures du matin, convaincue que c'était un jour d'école et que mon père était en retard pour le bus et qu'elle devait lui préparer son déjeuner. Et quand j'ai essayé de la ramener au lit, elle a eu peur, puis elle s'est fâchée, de la façon dont la maladie met les gens en colère. Et elle ne me connaissait pas. Elle m'a appelé par le nom de ma mère. Elle a dit, « Diane, tu n'as jamais aidé une seule fois dans cette maison, et cela a atterri quelque part où je ne savais pas que j'avais encore une ecchymose. » Alors, j'ai fait la seule chose qui fonctionnait. J'ai arrêté de la corriger. J'ai dit, « D'accord, préparons le déjeuner. » Et à 2 heures du matin, je me suis tenu dans ma cuisine et j'ai préparé un sandwich au beurre de cacahuète pour un garçon qui avait 63 ans maintenant et dormait à 2 villes de distance et avait aidé à emballer les manteaux de cette femme. Et je l'ai coupé en triangle comme elle me l'avait montré. Et je l'ai enveloppé et je l'ai mis près de la porte pour un bus qui ne viendrait pas. Et mamie s'est calmée. Elle m'a tenu le bras et a regardé le sandwich près de la porte et a dit, « Il aime sans la croûte, mais ne lui dis pas que je le fais encore. » Et puis lentement, elle est revenue. J'ai regardé cela se produire, la route revenant sous elle. Et elle m'a regardé et a dit, « Sophie, c'est le milieu de la nuit. Que faisons-nous debout ?» Et j'ai dit, « Préparez son déjeuner. » Mamie. Et elle a ri jusqu'à en pleurer. Ou peut-être l'inverse. Et nous nous sommes assis sur le sol de la cuisine à 2h30 du matin, mangeant un sandwich destiné à un fantôme. C'est l'humiliation. C'est l'isolement dont ma mère a parlé à la famille. C'est ce que j'ai fait à Éléonore. Je lui ai préparé des déjeuners pour les fantômes à 2 heures du matin et j'ai étudié la pharmacologie sur le sol à côté de son lit. Et je ne lui ai jamais, pas une seule fois en 9 mois, dit qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle parce qu'elle était chez elle et elle le savait. Et cela a rendu ma mère folle que la vieille femme le sache. Mes parents ont remarqué que j'étais là. La version de ma mère de « remarquer » est de faire un commentaire assez acerbe pour que l'on ne puisse pas dire si c'est une blague. Regardez qui a trouvé sa grand-mère, a-t-elle dit un après-midi, arrivant pour relever le courrier, ce qui signifiait me surveiller.
29 ans et tout à coup, tu es Florence Nightingale. J'étais à l'école d'infirmière à ce moment-là. Je n'ai pas corrigé le nom. J'ai dit, comment avance la vente de la maison, maman? La pièce est devenue très silencieuse. Mon père a trouvé quelque chose de fascinant sur son téléphone, et ma mère a souri, le sourire qu'elle utilise quand elle recalcule. Il n'y a pas de vente, a-t-elle dit. Où as-tu entendu ça? Le garage, j'ai dit. Personne n'avait jamais pris ma mère dans la pause entre un mensonge et son remplacement. Je l'avais fait une fois quand j'avais 9 ans, et elle ne me l'avait jamais pardonné. Et maintenant, je l'avais fait à nouveau, et je l'ai regardé enregistrer ça. Ce panneau est vieux, a-t-elle dit. Ta grand-mère est confuse. Toi, de toutes les personnes, tu ne devrais pas profiter d'une vieille femme confuse. Toi, de toutes les personnes. Elle pouvait transformer ma propre décence en accusation plus vite que quiconque. Et 1 an plus tard, elle le ferait à grande échelle auprès de toute une famille et il la croirait parce qu'elle est très douée et parce que j'avais passé toute ma vie à refuser de me défendre. Mais cet après-midi-là, j'ai juste ramassé la tasse de thé de mamie et je l'ai lavée et j'ai dit, je ne suis confuse à propos de rien, et je suis parti. Je dois ralentir ici et vous raconter ce que ma mère a fait ensuite parce que c'est le pivot sur lequel tourne toute l'année et c'est la raison pour laquelle il y a eu une humiliation pour laquelle elle a exigé des excuses. Elle a avancé le calendrier. 3 semaines après que j'ai trouvé le panneau, alors que j'étais en rotation clinique de 12 heures avec mon téléphone dans un casier, mes parents ont déménagé mamie non pas dans un endroit agréable, mais dans un établissement de transition à 40 minutes de là. Choisi parce que c'était bon marché et parce que c'était loin, et ils l'ont fait un mardi matin avec une camionnette louée et une histoire prête pour quiconque demanderait. Éléonore voulait ça. Éléonore a demandé à être quelque part où il y avait plus de soins. Nous faisons ce qui est le mieux pour elle. J'ai appris la nouvelle par un message vocal que mamie m'a laissé en murmurant parce qu'elle avait caché son téléphone dans son cardigan. Sophie, ils m'ont emmené quelque part. Je ne sais pas où est la porte. S'il te plaît, ramène-moi à la maison, ma chérie. Ramène-moi à la maison. Ramène-moi à la maison. Ces 3 mots vont revenir. Chaque fois qu'ils le feront, ils seront plus lourds. Je veux que vous vous souveniez d'où ils ont commencé. Sur un message vocal d'une femme cachant un téléphone dans son pull à 40 minutes de la seule maison qu'elle ait jamais aimée. Je ne suis pas allé à la police. Et voici pourquoi. Parce que je sais que c'est la question. Parce qu'il n'y avait pas de crime que la police puisse voir en un après-midi. Sur le papier, mes parents avaient une procuration. Sur le papier, une famille avait placé une parente âgée dans un établissement de soins agréé. Rien de tout cela n'était illégal en apparence. Tout cela était un vol. La loi est lente et ma grand-mère manquait rapidement de temps. Et j'ai compris, debout sur le parking de l'hôpital avec son message vocal en boucle, que le seul atout que j'avais était celui que ma famille avait toujours sous-estimé. Moi, présente, refusant de me taire au moment exact où ils avaient misé sur mon silence. Alors, j'ai fait 2 choses, et seulement 2, et aucune d'entre elles n'était dramatique. La première, j'ai conduit jusqu'à cet établissement, et j'ai signé la sortie de mamie pour une visite familiale, ce que n'importe quel membre de la famille peut faire, et je ne l'ai jamais ramenée. Je l'ai emmenée à mon appartement. Je l'ai mise dans ma chambre et j'ai dormi sur le canapé pendant les 9 mois suivants. J'ai appelé cela une visite tant que la fiction a été utile. Et puis j'ai arrêté d'appeler cela quoi que ce soit. La deuxième chose, je vous la raconterai bientôt, et c'est celle qui a compté, mais elle impliquait un homme nommé Laurent, et un après-midi où mamie était plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Et je vais la laisser arriver quand elle est arrivée parce que si je vous la donne maintenant, cela ressemblera à un plan. Et ce n'était pas un plan. C'était une femme à qui on donnait pour une fois la chance de choisir. La réaction de ma mère à mon déménagement de mamie n'a pas été de l'inquiétude. Ce fut de la fureur déguisée en inquiétude pour un public. Ce qui nous amène enfin à la fête. Chaque été, mes parents organisent une fête d'anniversaire de mariage. Leur 35e allait être la grande. Un cercle des magnolias, une tente, 70 invités, ma mère en quelque chose d'ivoire, mon père dans un rouleau. Mamie allait être amenée en fauteuil roulant pour les photos. C'était le plan. Et le plan exigeait que la famille croie à l'histoire officielle, qu'Éléonore était heureusement installée en soins, et que Sophie, la pauvre Sophie instable, l'avait retirée par un complexe de sauveur mal avisé et avait besoin d'être ramenée doucement à la réalité.
J'ai failli ne pas y aller. Je veux que vous le sachiez. J'avais appris à 9 ans que se présenter pour être blâmé est un choix, et j'avais passé 20 ans à le refuser. Mais mamie voulait y aller. Elle a eu une bonne semaine, une de ses dernières vraies bonnes semaines, et elle voulait voir son fils à sa fête, et elle voulait porter sa robe bleue, et elle m'a demandé de l'emmener, alors je l'ai emmené. J'ai conduit ma grand-mère à la fête d'anniversaire de mes parents dans sa robe bleue avec sa crème pour les mains aux poignets et sa clé de maison sur un ruban bleu autour du cou parce qu'elle ne quitterait pas l'appartement sans elle. Vous pouvez probablement sentir la forme de ce qui arrive. Croyez-moi quand je vous dis que cela s'est passé pire que la forme. Je vais m'arrêter juste au bord de cette fête parce que je vous ai fait monter une longue colline et vous avez mérité le sommet. Avant de vous emmener sous cette tente, avant de vous dire ce que ma mère a dit et ce que mamie a dit et ce que j'ai fait que toute ma famille a appelé une humiliation depuis, je veux que vous fassiez une chose. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez qu'il s'est passé. Devinez. Ai-je crié? Ai-je jeté un verre? Me suis-je levé sur une chaise? La plupart des gens devinent mal parce que la plupart des gens supposent le truc bruyant. Dites-moi votre supposition et laissez-moi ensuite vous montrer ce qui se passe réellement quand la personne la plus calme de la famille cesse enfin de l'être. Nous sommes arrivés en retard exprès pour que le fauteuil roulant ne fasse pas de scène pendant les cocktails. Cela est devenu une scène quand même. Ma mère a traversé la tente dès qu'elle nous a vus, souriant pour la pièce, sa voix basse et vicieuse pour moi. Que fais-tu? Elle est censée être à la maison du repos fleuri. As-tu la moindre idée de l'image que ça donne? Elle voulait venir à votre fête, j'ai dit. C'est la mère de ton mari. Elle porte du bleu. Elle n'est pas bien, Sophie. Elle est assez bien pour savoir où elle est. Elle n'est pas assez bien pour savoir où vous l'avez mise. Mon père est apparu à l'épaule de ma mère, faisant ce qu'il fait. La conciliation qui, d'une manière ou d'une autre, penche toujours de mon côté de la balance. Sophie, pas ici. On en parlera lundi. Tu dis lundi depuis un mois, papa. Et puis mamie, qui était restée silencieuse, qui avait observé la tante et les lumières et la mère de parents qu'elle reconnaissait à moitié, a tendu la main et m'a pris le poignet. Sa prise était plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. Elle m'a regardé, et pendant un instant clair, le brouillard n'était plus là du tout. Et elle a dit assez fort pour que la table la plus proche entende, ne les laisse pas vendre ma maison, Sophie. Je sais ce qu'ils font. Ne les laisse pas me ramener à la maison. La table la plus proche a entendu, puis la suivante. C'est une étrange physique. Une pièce qui se tait. Cela se propage en cercle. Ma tante Marguerite, la sœur de mon père, s'est arrêtée en plein milieu d'une phrase avec une crevette à mi-chemin de sa bouche. Colette, près du bar, s'est retournée. 70 personnes, et celles qui n'avaient pas entendu les mots avaient entendu le silence et se tournaient pour en trouver la source, et là, c'était le choix, celui que ma famille vous dira que j'ai mal fait. J'aurais pu la faire taire. J'aurais pu la faire sortir rapidement en fauteuil roulant, m'excuser de mes yeux auprès de la pièce, laisser l'histoire de ma mère telle qu'elle. Pauvre Éléonore confuse. Pauvre Diane patiente. C'est ce que fait une fille gérable. C'est ce que la famille attendait parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Absorber le moment. Accepter le rôle. Garder la tente silencieuse. Au lieu de cela, je me suis accroupi au niveau de mamie et je lui ai pris la main, celle avec la crème au poignet, et j'ai dit, pas à la pièce, à elle. Mais je n'ai pas baissé la voix. Et ce fut le crime. Je sais. Je ne vais pas les laisser faire. Tu rentres à la maison avec moi ce soir et tu ne retournes pas à cet endroit et personne ne vendra ta maison. Puis je me suis levé et j'ai regardé ma mère et j'ai dit la seule chose que j'ai dite à la pièce de toute la nuit. La maison de la rue des Tilleuls n'est pas à vendre. Elle appartient à Éléonore et elle rentre à la maison. C'est tout. C'est l'humiliation. C'est le scandale pour lequel on m'a ordonné de monter sur scène et de m'excuser. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai accusé personne de quoi que ce soit devant les invités. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Le visage de ma mère a fait l'accusation pour moi parce que toute la pièce venait de voir une vieille femme effrayée supplier sa petite fille de ne pas laisser la famille vendre sa maison et avait vu la petite fille dire, oui, bien sûr, rentre à la maison. On ne peut pas faire comme si cela n'avait pas été dit. La belle fête de ma mère était devenue en 11 secondes une pièce remplie de gens recalculant tranquillement qui était vraiment Diane Dubois. Elle ne m'a jamais pardonné ces 11 secondes. Pas le vol que j'avais interrompu,
les secondes, le regard sur les visages, le recalcul. J'ai conduit mamie jusqu'à ma voiture. Derrière moi, la fête a essayé de se recomposer, le groupe a commencé trop fort, le rire de ma mère le couvrant. Ma tante Marguerite nous a suivis sur le parking, et j'ai pensé pendant une seconde pleine d'espoir qu'elle était venue aider. Elle ne l'avait pas fait. Elle était venue dire, « Sophie, ma chérie, ce n'est pas la bonne façon. Ta mère a été sous tellement de pression. Tu embarrasses ton père. » Même Margot, que j'avais toujours cru différente, avait déjà choisi l'histoire confortable. J'ai attaché mamie et je l'ai ramenée chez moi, à mon appartement, et je ne suis pas revenu. C'était il y a 1 an. Mamie a vécu 9 mois de plus dans l'arrière-chambre de mon appartement. Et pendant ces 9 mois, alors que j'apprenais à faire des injections et à lire les rythmes cardiaques et que je conduisais au stage clinique avec 3 heures de sommeil, ma mère a construit un monument à ses 11 secondes. Elle est un génie en la matière. Je dois lui accorder cela. Elle n'a plus jamais mentionné la vente de la maison à la famille. Cette histoire était morte, tuée devant 70 témoins, et elle est bien trop intelligente pour ressusciter un récit perdant. Au lieu de cela, elle a pivoté parfaitement vers un nouveau récit. La nouvelle histoire ne concernait pas une maison. Elle me concernait. À propos de mon instabilité, de mon complexe de sauveur. La scène que j'avais faite à leur anniversaire. La façon dont j'avais isolé une femme vulnérable de sa famille aimante, kidnappé pratiquement, et humilié tout le monde dans le processus. Et voici la chose à propos d'une famille comme la mienne. Personne ne voulait la vraie histoire parce que la vraie histoire impliquait tous ceux qui avaient détourné le regard. La fausse histoire ne m'impliquait que moi, et j'avais déjà été désigné comme le problème de la famille 20 ans plus tôt, donc le costume allait. Personne n'a eu à acheter quoi que ce soit de nouveau. Ils ont juste eu à hocher la tête. Alors, ils ont hoché la tête. Les invitations se sont amincies. Les discussions de groupe auxquelles j'étais ont cessé, et celles auxquelles je n'étais pas se sont remplies. Colette, qui voulait cette maison à 400 000 € pour qu'elle devienne sa cuisine à 400 000 €, est devenue la traductrice la plus éloquente de ma mère. Tout le monde est juste inquiet pour toi, m'envoyait-elle par SMS, ce que ma famille dit au lieu de « Nous avons décidé que tu es la méchante, et c'est très confortable comme ça. » J'ai laissé faire. Je sais que vous voulez que je me sois battu, mais j'étais occupé. J'étais occupé à apprendre que la crème à la lavande devait être appliquée avant que le syndrome du coucher ne commence, pas après. J'étais occupé à tenir un seau à 3 heures du matin. J'étais occupé à être la seule personne de toute cette famille qui s'est réellement montrée pour la femme que tous prétendaient aimer. Je n'avais pas 1 heure à perdre pour défendre ma réputation. Et honnêtement, j'avais cessé de croire que les réputations pouvaient être défendues dans ma famille. On ne discute pas un verdict. On vit juste d'une manière qui en fait un mensonge. Et ma mère ne s'est pas arrêtée aux parents qui hochaient la tête. Environ 6 semaines après la fête, une enveloppe cartonnée est arrivée à mon appartement. Courrier recommandé, signature requise. J'ai signé pour cela après 3 heures de sommeil avec un quiz de licence dans mon sac. À l'intérieur se trouvait une pétition. Mes parents demandaient à un tribunal de leur accorder la tutelle d'urgence d'Éléonore Dubois au motif qu'elle était incapable et avait été retirée de soins appropriés par un membre de la famille, moi, qui était décrite dans la cruauté froide du langage juridique comme instable. Éloignée et financièrement motivée. Financièrement motivée. J'ai lu cette phrase debout dans mon entrée et j'ai ri parce que la femme qui essayait de vendre une maison sous le nez de sa belle-mère m'avait accusé d'être intéressée par l'argent. Mais le rire est vite mort parce que j'ai compris ce qu'était réellement la pétition. Il ne s'agissait pas de soins. C'était une porte vers la maison. Si un tribunal faisait de mes parents les tuteurs de mamie, il contrôlait où elle vivait et ce qui arrivait à ce qu'elle possédait. Ils avaient perdu la vente devant 70 personnes. C'était eux qui passaient par un juge qui n'avait pas été à la fête. Je veux vous dire que je l'ai géré avec le calme dont je me vante tant. Je ne l'ai pas fait. Cette pétition a été le premier faux plafond, la première fois où j'ai sincèrement cru que je pourrais la perdre. Je n'avais pas d'avocat. J'avais 1 300 € d'économie et une charge de patient qui n'était même pas encore malade, et une grand-mère endormie dans ma chambre qui m'avait supplié de ne pas les laisser la ramener à la maison. Pendant environ 1 semaine, j'étais sûr que le château de cartes que j'avais construit, l'école, le travail, les soins, tout cela équilibré sur un manque de sommeil, allait s'effondrer, et qu'un juge qui n'avait jamais rencontré mamie la rendrait aux gens qui emballaient ses manteaux. Voici ce qui nous a sauvés.
Et ce n'était pas de l'ingéniosité. C'était la vérité examinée par quelqu'un dont le travail était de regarder. Un tribunal nomme un évaluateur dans les affaires de tutelle. Une assistante sociale neutre qui rend visite, qui parle à la personne au centre de tout cela, qui est très difficile à tromper parce qu'elle a vu toutes les versions de cela. Elle s'appelait Madame Leclerc et elle est venue à mon appartement un mercredi après-midi et j'étais terrifié parce que je savais à quoi cela pouvait ressembler. Une jeune femme de 29 ans avec une vieille femme malade dans sa chambre d'amis. C'est un titre que ma mère pourrait écrire en dormant. Madame Leclerc a passé 2 heures. Elle a regardé le pilulier étiqueté par jour, par repas. Elle a regardé la note sur le frigo à propos de la peur de 16 heures et de la crème à la lavande. Elle a regardé le canapé où je dormais et la chambre que j'avais donnée. Et puis elle a demandé à parler à Éléonore seule et elle a fermé la porte et je me suis assise sur mon propre canapé et j'ai tremblé. C'était une bonne journée. C'est tout le miracle. Mamie a eu une bonne journée. J'ai découvert plus tard ce qu'elle avait dit à Madame Leclerc parce que cela figurait dans le rapport. Elle a dit, la femme de mon fils m'a mise dans un endroit où je ne trouvais pas la porte. Ma petite fille est venue me chercher. Je sais exactement où je suis. Je suis dans l'appartement de Sophie dans la chambre avec les rideaux bleus et je vais rester ici jusqu'à ma mort. Et si vous me renvoyez, je ne vous pardonnerai jamais. Et puis parce que c'était mamie même à ce moment-là, elle a ajouté, écrivez ça. La pétition a été rejetée. Le rapport de l'évaluateur utilisait la phrase, le placement actuel est clairement dans l'intérêt supérieur de la pupille, ce qui est de la bureaucratie pour, elle est exactement là où elle devrait être. Mes parents n'ont jamais obtenu leur tutelle, et ils n'ont jamais retrouvé leur porte vers la maison. Et cet échec, silencieux sur le papier, non témoigné par la famille, est la vraie raison pour laquelle ma mère avait besoin que la fête reste l'histoire. Parce que, Sophie a fait une scène, insupportable. Nous avons essayé de faire déclarer notre propre fille instable par un juge afin de prendre la maison de grand-mère et une assistante sociale à examiner les faits et à donner raison à Sophie, ne l'est pas. Donc, ce chapitre, comme la vente, a simplement disparu de la mémoire de la famille. Ma mère est très disciplinée quant aux défaites qu'elle autorise à exister. Ils ont essayé une fois de plus en personne avant d'abandonner la voie légale. Mon père a convoqué une réunion de famille en novembre et m'a demandé de venir seul à leur maison pour parler de grand-mère en famille. J'ai failli ne pas y aller. J'y suis allé parce que je voulais toujours, même à ce moment-là, que ce soit ce qu'ils disaient. Ce n'était pas le cas. Je suis entré dans leur salon et c'était une embuscade. Ma mère, mon père, Colette, et une femme que je ne connaissais pas et qui s'est avérée être une conseillère familiale. Ma mère l'avait engagée pour une seule séance, dont le rôle était d'établir gentiment devant des témoins que j'isolais une adulte vulnérable et que je devais laisser la famille revenir. Ils avaient un dossier. Ils avaient des points de discussion. Ils avaient disposé sur la table basse comme des pièces à conviction, des impressions de choses que j'avais publiées il y a des années, de petites preuves tristes de la vie normale d'une personne normale, organisée pour suggérer l'instabilité. Je me suis assise dans ce salon et j'ai senti l'ancien rôle être à nouveau ajusté sur mes épaules, l'enfant à problème, l'instable. Et j'ai senti la Sophie de 9 ans commencer à chercher l'excuse qui ferait tout cesser. Et puis j'ai pensé à mamie disant, écrivez ça. Et je me suis levé et j'ai dit la seule chose que j'ai dite de toute la réunion. Éléonore a une évaluation judiciaire au dossier disant qu'elle veut rester avec moi. Vous l'avez tous aussi. Vous avez été notifiés. Cette réunion est terminée. Et je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu la conseillère engagée dire incertainement, cela change les choses. Et la voix de ma mère la couvrant. Et je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez la seule personne de cette famille qui ne m'avait jamais demandé de passer une audition pour ma place. C'était la dernière fois qu'il tentait quelque chose d'officiel. Après cela, ma mère est passée entièrement à la calomnie parce que la calomnie était le seul champ de bataille restant où les faits ne pouvaient pas être entendus et elle était en train de gagner jusqu'au jour où elle a choisi la mauvaise pièce. Quelque part au cours de ces mois, cependant, quelque chose s'est produit que ma mère ne savait pas. Et c'est la deuxième chose que j'ai faite, celle que je vous ai promise. Et c'est le moment. C'était un jeudi à l'automne. Mamie s'est réveillée complètement elle-même. De cette manière qui allait et venait et que les médecins disaient que nous devions chérir parce qu'elle viendrait de moins en moins. Elle connaissait mon nom. Elle connaissait l'année. Elle tenait son café de 2 mains stables. Et elle a regardé mon petit appartement et elle a dit, tu m'as donné ta chambre. Tu en avais plus besoin.
J'ai dit, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, ils m'ont enlevé ma clé de maison du ruban, tu sais, à cet endroit. Je l'ai reprise. Je ne partais pas sans elle. Elle a touché le ruban bleu à son cou. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas eue. Et puis elle a prononcé la phrase autour de laquelle j'ai tout construit. Elle a dit, Sophie, je veux arranger ça tant que je le peux encore. Je veux voir Maître Laurent aujourd'hui s'il a le temps avant que je ne perde à nouveau le fil. Maître Antoine Laurent avait été l'avocat de mamie pendant 30 ans. Il avait rédigé son testament original quand mon grand-père était vivant. Il était vieux lui-même maintenant, semi-retraité, mais il répondait à son propre téléphone. Et quand j'ai expliqué qui appelait, il a dit, amenez Éléonore. Je me demandais quand quelqu'un le ferait, et je veux être prudente ici parce que je sais comment une histoire comme celle-ci peut basculer là où la personne vulnérable est dirigée. Ce n'était pas le cas. Je me suis assise dans la salle d'attente. Je ne suis pas allé à cette réunion. Maître Laurent a insisté. J'ai besoin de parler avec Éléonore seule afin que personne ne puisse jamais dire qu'elle a été poussée. Il l'a rencontrée pendant 1 heure avec un collègue comme témoin et il avait une note du médecin au dossier de cette bonne semaine attestant qu'elle savait ce qu'elle faisait. Ce que mamie a fait pendant cette heure, elle l'a fait entièrement elle-même. Elle a révoqué la procuration que mes parents lui avaient fait signer sous la contrainte. Elle m'a nommé sa procuration de soins de santé, la personne qui déciderait à la fin ce qui lui arriverait. Et elle a changé son testament. Elle m'a laissé la maison de la rue des Tilleuls et tout ce qu'elle possédait. Pas parce que je l'ai demandé. Je ne savais pas ce qu'elle faisait là-dedans avant que Maître Laurent ne me l'explique après, et je me suis assise dans son bureau et j'ai pleuré, ce que je ne fais pas, parce que pour la première fois de ma vie, un membre de ma famille avait regardé les 2 versions de moi. Le problème est la personne, et avait choisi la personne, délibérément, par écrit, avec un témoin. C'est le document que ma mère n'a jamais vu venir. Pas un reçu de ses crimes, le dernier choix libre d'une femme. Et il est resté tranquillement classé dans le bureau de Maître Laurent pendant des mois pendant que ma mère disait à toute la famille que j'étais instable. Et je n'ai rien dit parce que ce n'était pas à moi de l'annoncer. C'était à mamie. Et mamie était toujours en vie. Et toujours dans ses bons jours. Ma grand-mère et je n'allais pas passer ces derniers mois à la transformer en une arme dans une guerre avec son fils. Il est resté un bon jour après celui chez Maître Laurent en janvier, et je l'ai passé à faire quelque chose qui n'avait aucun poids légal du tout et qui importait plus que tout cela. Mamie s'est réveillée en demandant à rentrer à la maison, pas effrayée pour une fois, juste nostalgique, comme on demande une saison qui s'est terminée. Et j'ai pensé, la maison est toujours à elle. Elle n'a jamais été vendue. Elle est là, rue des Tilleuls, vide, en attente, comme ce panneau, à vendre, avait attendu dans le garage, sauf que maintenant elle attendait pour la bonne raison. Alors, je l'ai emmenée en voiture, et je l'ai conduite là-bas. Je n'étais pas entré à l'intérieur depuis le jour du panneau. Mes parents en avaient vidé une partie, la préparant pour une vente qui n'est jamais venue, mais les os étaient tous là. Le perron tordu, dont je l'ai averti par habitude, est ce qui l'a fait rire. La cuisine qui sentait encore faiblement, sous la poussière, la lavande. Je l'ai guidée lentement. Elle a raconté. C'est là que ton grand-père a demandé ma main, debout là comme un idiot avec la bague dans la mauvaise poche. C'est là que Frédéric a fait ses premiers pas et s'est cogné la tête contre le radiateur. Et j'ai cru que je l'avais tué. C'est la fenêtre où je m'asseyais pendant la guerre, attendant le courrier. Pièce par pièce, elle m'a donné sa vie. D'une manière factuelle, n'essayant pas de me rendre triste, juste en me montrant la maison qu'une famille entière avait réduite à un nombre avec une virgule. À la fin, elle s'est assise dans la cuisine, dans la chaise où elle s'était toujours assise. Et elle est restée silencieuse pendant un long moment. Et puis elle a dit, je n'ai pas besoin de la garder, tu sais. Je sais que je ne peux plus revenir vivre ici. Je ne suis pas confuse à ce sujet. Elle a touché la clé sur le ruban bleu à son cou. J'avais juste besoin de voir qu'elle était toujours à moi de donner, qu'il n'avait pas à décider. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de tout ça. Pas la maison, le choix. Elle m'a regardé. Tu m'as rendu le choix, Sophie. Personne ne l'a fait pour moi depuis la mort de ton grand-père. Et puis, parce que c'était Éléonore, elle s'est levée et a dit, maintenant, ramène-moi à la maison. Et je veux dire ta maison. Celle avec le canapé terrible sur lequel tu dors. Ne crois pas que je ne sais pas. Et elle avait raison. Et je l'ai ramenée à l'appartement.
Et ce fut la dernière fois que l'une de nous deux est entrée dans la maison de la rue des Tilleuls de son vivant. Mamie est décédée en mars par un après-midi gris dans la chambre qui était la mienne. Je lui tenais la main avec la crème au poignet. Elle était presque partie à ce moment-là, les bons jours étaient terminés depuis longtemps, mais dans la dernière heure, elle était calme, et je lui ai dit que la maison était en sécurité et qu'elle était chez elle, ce qui était vrai. Car la maison avait cessé d'être un endroit rue des Tilleuls et était devenue partout où j'étais assise avec elle. Elle a serré ma main une fois. C'était la dernière chose. Je veux vous dire qui était dans cette pièce et qui n'y était pas parce que c'est toute la thèse de ma famille en une seule photographie. Dans la pièce. Moi, Chloé, qui avait conduit dès que j'avais appelé et était restée avec moi pendant les 2 derniers jours et m'avait fait manger parce que j'avais oublié que les gens faisaient ça. Une infirmière de soins palliatifs nommée Brigitte, de qui j'avais appris plus en 6 semaines qu'en certains semestres, qui a pleuré avec moi et n'en avait pas honte. C'était la pièce. Nous trois, aucune de nous liée à Éléonore par le sang, sauf celle qu'elle a choisie. Pas dans la pièce. Son fils, sa belle-fille, sa petite-fille Colette, qui avait tellement voulu la maison et n'avait pas pu se donner la peine de s'asseoir avec la femme qui la possédait pendant qu'elle mourait. Ils étaient à 40 minutes de là, et ils l'avaient été pendant 9 mois, et ils enverraient des fleurs aux funérailles avec une carte disant « Mère et grand-mère bien-aimée » dans une écriture de fleuriste. Et chaque mot sur cette carte était une chose qu'ils avaient refusé d'être tant que cela comptait. Mes parents ne sont pas venus dans la chambre de l'hospice. Ils sont venus aux funérailles et ils sont venus dans leurs vêtements de sortie et ma mère a pleuré la bonne quantité devant les bonnes personnes et après, sur le parking, elle m'a trouvé et m'a dit doucement, juste pour moi. Tu n'avais pas le droit de nous la garder à la fin. Je l'ai regardée. J'étais trop fatigué pour être en colère. Vous aviez toutes les occasions de venir, j'ai dit. Vous étiez à 40 minutes de là pendant 9 mois. Vous n'êtes jamais venu une seule fois. Vous l'avez rendu impossible. Je l'ai rendu possible. Vous l'avez rendu facultatif. Ce n'est pas la même chose, maman. Elle n'a pas eu de réponse. Alors, elle a eu recours à la plus vieille arme qu'elle possédait. Les gens disent de telles choses sur toi, Sophie. Sur ce que tu as fait. Tu devrais réfléchir à la façon dont tu vas arranger ça. Arranger ça. C'était la première apparition de la demande qui, 3 mois plus tard, deviendrait l'ultimatum de la remise de diplôme. Même aux funérailles de sa propre belle-mère, debout devant la perte, ma mère rédigeait déjà les excuses qu'elle voulait que je fasse. Non pas pour le vol qu'elle avait tenté, mais pour les 11 secondes où la pièce l'avait vu clairement. Maintenant, vous êtes à jour. Nous sommes de retour dans ma cuisine louée 11 jours avant la remise de diplôme avec le téléphone face contre terre sur le comptoir et la clé sur le ruban bleu et les 2 mots que j'avais envoyés, ne vous dérangez pas, et les 2 places du 2e rang que j'étais sur le point de donner. Parce que voici ce que ma mère n'a pas compris à propos de l'ultimatum. Elle pensait qu'elle m'offrait un échange, ta dignité contre notre présence. Elle pensait que ma remise de diplôme, le plus grand jour que je m'étais jamais construit, était un levier. Elle pensait que je les voudrais là-bas assez pour me lever et mentir sur la meilleure chose que j'ai jamais faite. Elle avait échangé sur ma fin d'être incluse depuis l'âge de 9 ans, et cela ne l'avait jamais fait échouer. Mais elle avait fait une erreur que les gens comme ma mère finissent toujours par faire. Elle avait confondu mon silence avec de la faiblesse pendant si longtemps qu'elle avait oublié que le silence pouvait aussi être une décision. Et elle ne savait rien du bureau de Maître Laurent. Elle ne savait pas que le testament avait été homologué 2 semaines plus tôt ou que la maison de la rue des Tilleuls était, à partir de ce mois, légalement et finalement la mienne. Elle ne savait pas que l'histoire qu'elle avait construite, Sophie l'instable, Sophie qui a pris Éléonore, avait une fondation de sable, et qu'une seule phrase honnête de la bonne personne pouvait tout emporter. 2 jours avant l'arrivée de cet ultimatum, une enveloppe était arrivée du département. Pas certifiée cette fois, pas une menace, juste une enveloppe commerciale ordinaire avec le bureau du greffier dans le coin. À l'intérieur se trouvait l'acte enregistré, mon nom dessus sur la maison de la rue des Tilleuls, le transfert estampillé, classé et permanent. Je me tenais dans la même entrée où j'avais une fois signé pour une pétition de tutelle qui me qualifiait de financièrement motivé. Et je tenais la preuve qu'un tribunal, un département et la propre main libre d'une femme avaient tous convenu de qui Éléonore Dubois faisait confiance. Et j'ai pensé, ma mère est sur le point d'exiger que je m'excuse pour ça. Elle va se tenir quelque part en public et insister pour que je dise pardon pour la seule chose que 3 autorités distinctes ont maintenant confirmé être légitime. Il y a un vertige particulier à être obligé d'avoir honte de quelque chose que la loi elle-même vient de valider.
J'ai mis l'acte dans le tiroir où je gardais les choses qui étaient vraies, peu importe ce que ma famille acceptait d'appeler. Puis 2 jours plus tard, le téléphone a vibré sur le comptoir et c'était ma mère et c'était l'ultimatum. J'ai repris le téléphone. Je ne lui ai plus envoyé de SMS. Au lieu de cela, j'ai appelé le bureau du registraire de mon école d'infirmière et j'ai demandé si je pouvais réaffecter mes 2 places familiales réservées. Deuxième rang, côté couloir. J'ai donné l'une d'elles à Chloé Lefebvre qui avait été ma partenaire d'études pendant 16 mois et était devenue, quelque part là-dedans, la sœur que j'aurais dû avoir. Chloé, qui a conduit 90 minutes à minuit pour s'asseoir avec mamie afin que je puisse dormir avant un examen de licence. Et la deuxième place, je l'ai gardée. Je ne l'ai pas remplie tout de suite. Il me restait un appel à faire et je n'étais pas encore sûr si la personne que je voulais appeler viendrait. C'est là que commence le dernier acte de cette histoire. Mais d'abord, l'ultimatum nécessitait une réponse complète. Et ma mère, étant ma mère, ne pouvait pas laisser 2 mots seuls. Elle a escaladé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le lendemain de « Ne vous dérangez pas ». Ma sœur a appelé. Colette fait les appels téléphoniques difficiles de ma mère comme un avocat fait les dépositions, en douceur avec un script. Toujours capable de dire plus tard qu'elle essayait juste d'aider. Sophie, salut. Donc, maman est vraiment blessée. D'accord. Elle a l'impression que tu l'as punie en ne la laissant pas venir à ta remise de diplôme. J'ai en fait ri. Elle m'a dit qu'elle ne viendrait pas à moins que je ne monte sur scène et que je ne m'excuse auprès de la famille pour avoir pris soin de mamie. J'ai dit, ne vous dérangez pas. Ce n'est pas moi qui l'a punie, Colette. C'est moi qui refuse une négociation d'otage. Une pause, puis le pivot que j'aurais pu écrire. Tu sais, certains d'entre nous ont l'impression que tu n'as jamais vraiment assumé à quel point cette fête a bouleversé tout le monde. Papa est toujours embarrassé. Les Hartley étaient là. Les Hartley sont les beaux-parents de Colette. Il ne s'agit pas seulement de toi. Mamie m'a demandé de ne pas vous laisser vendre sa maison, j'ai dit, devant tout le monde parce que vous essayez de vendre sa maison. J'ai dit, d'accord, c'est tout le crime, Colette. Vous avez tous juste accepté de l'appeler autrement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu étais là. Tu voulais l'argent pour ton acompte. Je me souviens de ton visage quand j'ai dit que la maison n'était pas à vendre. Tu avais l'air d'avoir pris ça de ta main parce que je l'avais fait. Silence. Puis froid. Tu as toujours dû te faire passer pour la bonne, la martyre. C'est épuisant, Sophie. Personne ne te croit plus. Et elle a raccroché. Tiens, personne ne me croit plus. C'est la phrase que j'ai emportée dans la pire partie de la semaine parce qu'elle s'est avérée être un aperçu. Ma mère n'allait pas seulement sauter ma remise de diplôme. Elle avait réalisé que sauter la remise et rester silencieuse me permettrait d'avoir ma journée propre. Et une journée propre pour moi lui était intolérable. Alors, elle a choisi un autre mouvement. Et je ne l'ai pas vu venir avant qu'il ne soit presque trop tard. Mon père a appelé cette nuit-là, passant au haut-parleur avec ma mère dans la pièce, comme ses appels venaient habituellement. Seul, tard, sa voix basse. Et pendant une seconde, j'ai pensé, comme je l'ai toujours pensé, comme je n'ai jamais appris à ne pas le faire, qu'il appelait pour être mon père. Sophie, c'est papa. Je sais, une longue pause. J'entendais une télévision quelque part derrière lui, et je l'imaginais dans le garage, peut-être, ou la voiture dans l'allée. Partout où un homme va dans cette maison pour passer un appel que sa femme ne peut pas entendre. Ta mère est fixée sur cette histoire d'excuses, a-t-il finalement dit. Je pense que si tu lui donnais juste quelque chose, quelques mots, ça n'a pas besoin de signifier quoi que ce soit. Tu sais comment elle est. Ça arrangerait beaucoup de choses. C'était ça. Même maintenant, même la petite partie honnête de lui ne pouvait aller jusqu'à me demander de mentir pour que la maison reste silencieuse. Papa, j'ai dit, penses-tu réellement que je doive des excuses à la famille? Toi, pas maman. Tu étais là. Tu sais ce qu'elle voulait faire de la maison de mamie? Tu as aidé. Le silence sur la ligne était si long que j'ai vérifié l'écran pour voir s'il avait raccroché. Il ne l'avait pas fait. Et puis il a dit quelque chose que j'ai mis de côté et dont je n'ai pas compris tout le poids avant une pièce lumineuse 3 jours plus tard. Il a dit très doucement, je ne sais pas comment être de ton côté sans perdre tout le reste, Sophie. Et j'ai dit, c'est tout le problème, papa.
Tu as passé toute ma vie à décider que j'étais le tout que tu pouvais te permettre de perdre. Et il n'a pas argumenté parce que c'était vrai. Et nous sommes restés là-dedans un instant. Et puis il a dit bonne nuit et a raccroché et n'a pas, cette nuit-là, choisi ma cause. Mais quelque chose s'était fissuré. Je l'ai entendu. Je ne savais juste pas encore jusqu'où ça irait. Puis ma mère a fait son vrai coup. Et ce n'était pas un appel téléphonique. Elle a décidé de venir après tout, non pas pour me soutenir, mais pour recueillir les excuses en personne, en public, le seul jour que je ne pouvais pas reporter à cause d'elle. Je l'ai découvert par tante Marguerite. Margot, que j'avais radiée dans un parking de Cercle des Magnolias il y a un an, m'a envoyé un SMS le jeudi avant la cérémonie. Le SMS que j'avais ignoré en fait, elle m'avait contacté 2 fois depuis la mort de mamie et j'avais laissé les 2 en lu, parce que la dernière fois que Margot m'avait contacté, c'était pour me dire que j'embarrassais mon père. Mais ce SMS était différent. Ce SMS disait, Sophie, je dois te parler avant samedi. C'est à propos du plan de ta mère pour la remise de diplôme et c'est à propos d'Éléonore. Il y a des choses que je ne savais pas il y a un an. S'il te plaît, appelle-moi. Je te dois ça au moins. Je l'ai lu 4 fois. Puis je l'ai appelé et Marguerite m'a dit 2 choses qui ont changé le sol sous mes pieds. La première était le plan. Ma mère avait dit à la famille élargie qu'elle et mon père assisteraient à ma remise de diplôme pour soutenir Sophie malgré tout et qu'ils espéraient que je ferais enfin ce qu'il fallait et que je reconnaîtrais la famille dans mes remarques. Parce que, et la voix de Margot est devenue prudente ici, ma mère avait appris que j'avais été choisi pour prononcer un court discours lors de la cérémonie d'épinglage. 2 étudiants sont choisis par le corps professoral de chaque cohorte. J'étais l'une d'entre eux. Je n'avais pas prévenu ma famille. Ma mère l'a découvert comme elle découvre tout, par le réseau. Et elle avait décidé que mes 3 minutes au pupitre étaient la scène parfaite pour les excuses publiques qu'elle réclamait depuis un an. Elle allait s'asseoir au premier rang, visiblement, une mère fière et blessée. Et elle pariait qu'avec elle juste là à regarder, je plierais comme je pliais toujours. Et si je ne le faisais pas, si je me levais là et ne m'abaissais pas, elle était prête à être submergée par l'émotion, à se lever, à faire sa propre scène silencieuse, à transformer mes 3 minutes en un référendum sur ma cruauté. Dans tous les cas, elle gagnait. Soit je m'excusais et je confirmais son histoire, soit je ne le faisais pas, et elle jouait son chagrin et le confirmait quand même. Je veux vous dire que je suis resté calme. Je ne l'ai pas fait. C'est la partie où le contrôle dont je suis si fier s'est fissuré. Et je vais vous laisser le voir parce que c'est la vérité. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre le placard et la clé sur le ruban bleu dans mon poing. Et pour la première fois depuis la mort de mamie, je me suis effondré. Non pas parce que j'avais peur de ma mère, mais parce que j'ai compris, assise sur ce sol, qu'elle allait être debout dans cette pièce. Et qu'une partie de moi, la Sophie de 9 ans, celle à qui on avait assigné le rôle du nain de jardin, celle qui n'avait jamais été crue, voulait toujours, au fond, que sa mère lève les yeux vers ce pupitre et soit fière. Et ce désir était le levier. Tant que je le voulais encore, elle pouvait encore l'utiliser. J'ai pleuré parce que j'avais 30 ans et que je n'avais toujours pas fini d'enterrer un espoir que je savais mort depuis mon enfance. C'était le point le plus bas, pas l'ultimatum, le sol, la réalisation que même maintenant, même tenant le testament et la clé et la vérité, je pouvais être atteinte. J'ai failli ne pas y aller. Je veux être honnête à ce sujet. Pendant environ 1 heure, je suis resté assise là et j'ai fait le vieux calcul. Se présenter pour être blâmé est un choix. Ne prenez pas le rôle. Restez à la maison. Laissez-les avoir la chaise vide. Et j'ai failli me convaincre de sauter ma propre remise de diplôme pour empêcher ma mère d'avoir une scène. Et ce n'était même pas à propos de moi à la fin. C'est ce qui m'a fait sortir du sol finalement, réalisant de quoi la peur était réellement. Je n'avais pas peur d'être humilié. J'avais survécu à l'humiliation depuis l'âge de 9 ans. Je pouvais survivre à 3 minutes de plus. J'avais peur de ce que ma mère ferait à mamie. Parce que si je me tenais à ce pupitre et que ma mère se levait et jouait son chagrin, l'histoire qui voyagerait de cette pièce à mes camarades de classe, à leur famille, à tout le monde, serait l'histoire de Diane. Celle où Éléonore était une vieille femme confuse volée par une petite fille instable. Et mamie n'était plus là pour dire « écrivez ça ». La seule voix qui lui restait au monde était la mienne. Si je laissais ma mère gagner la pièce, je ne perdais pas seulement une remise de diplôme.
Je les laissais faire à la mémoire de mamie exactement ce qu'ils avaient essayé de faire à la maison de mamie. La prendre tranquillement sans que personne qui l'aimait ne regarde. Et je lui avais promis, sa main dans la mienne dans une chambre aux rideaux bleus, que je ne les laisserais pas faire. Vous n'avez pas le droit de me faire m'excuser d'avoir tenu cette promesse. Je l'ai dit à voix haute à ma cuisine vide et l'entendre dans ma propre voix a été la chose qui m'a finalement fait me lever. Et puis Margot m'a dit la deuxième chose. Elle a dit, Sophie, je suis allée voir Éléonore l'hiver dernier avant qu'elle ne devienne trop mal. Je n'ai pas dit à ta mère. Juste après cette fête, je ne pouvais pas arrêter de penser à son visage, à ce qu'elle a dit. Ramène-moi à la maison. Alors, je suis allé à ton appartement un après-midi pendant que tu étais à l'école. Éléonore m'a laissé entrer. Elle passait une bonne journée et nous avons parlé pendant 2 heures. Je ne l'avais pas su. Mamie ne m'avait jamais rien dit. Elle m'a tout dit, a dit Margot, à propos de la procuration, à propos de la maison du repos fleurie, à propos de la façon dont tes parents ont emballé ces manteaux en octobre. Et elle m'a dit ce qu'elle a fait au bureau de Maître Laurent. Elle en était si fière, Sophie. Elle a dit, j'ai enfin fait une chose qu'il ne pouvait pas défaire. Et elle m'a fait promettre quelque chose. Elle a dit, quand Diane viendra chercher cette fille, et elle viendra, tu diras la vérité. Tu es la seule à être crue parce que je t'ai élevée et ils ne peuvent pas te traiter d'instable. La voix de Margot s'est brisée. J'ai été lâche pendant 1 an. J'ai laissé la version de ta mère tenir parce que c'était plus facile et j'avais honte de la façon dont je m'étais comporté sur ce parking. Mais j'ai fait une promesse à ta grand-mère. Et je ne vais pas laisser Diane te faire samedi ce que nous l'avons tous laissé te faire à cette fête. Alors, je serai là si tu me veux, ou que tu me veuilles. Je me suis levé du sol de la cuisine. J'ai remis la clé sur le comptoir et j'ai passé le dernier appel. Et ce n'était pas un appel. C'était un SMS et c'était à Margot et il disait, 2e rang, siège côté couloir. C'est à toi. Porte du bleu. Alors, voici comment les sièges se sont répartis. Ce que ma mère pensait me punir en refusant. 2e rang, 2 sièges. Chloé Lefebvre, qui m'a choisi chaque jour pendant 16 mois, et Marguerite Dubois-Foster, qui a finalement choisi la vérité plutôt que l'histoire confortable. Les 2 personnes liées à ma famille qui s'étaient réellement montrées à la fin. Ma mère a refusé son siège comme une arme, et je l'ai donné à la seule personne de la famille dont la parole ne pouvait être rejetée. La sœur avec qui mon père avait grandi, la femme que ma grand-mère avait élevée, le témoin que mamie elle-même avait désigné d'outre-tombe. Ma mère avait passé 1 an à construire une histoire qui ne fonctionnait que tant que personne qui ne pouvait être discrédité ne disait la vérité. Et elle était sur le point d'entrer dans une pièce et de donner à cette personne un microphone. Si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille, si vous savez exactement ce que l'on ressent quand on vous donne un rôle pour lequel vous n'avez pas auditionné et qu'on vous dit de le porter tranquillement. Alors vous savez déjà sur quoi ma mère pariait quand elle prévoyait de s'asseoir au 1er rang. Elle pariait sur la fille que j'étais. Alors, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé quand la personne la plus calme de la famille s'est approchée d'un microphone sans rien à s'excuser et a découvert en temps réel que la fille avait disparu. Le matin de la remise de diplôme était clair et chaud. Nous étions environ 300, dans un auditorium universitaire qui sentait la cire à parquet et les œillets, des toges et des casquettes, et la joie nerveuse particulière des gens qui avaient survécu à quelque chose ensemble. J'ai trouvé ma place dans la section des diplômés. Je n'ai pas cherché mes parents. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Je pouvais sentir ma mère dans la pièce. Comme on sent le temps changer, une pression derrière les yeux. Elle et mon père étaient au 3e rang, côté couloir, exactement là où une mère fière et blessée voudrait être vue. Ma mère s'était habillée pour ça. Y voir encore, 1 an plus tard, la couleur d'une femme qui se considère comme la partie lésée. Mon père à côté d'elle dans son bon costume gris, ayant l'air, même de l'autre bout de la pièce, d'un homme qui a accepté quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. Et au 2e rang, une rangée plus près de la scène que mes parents, étaient assises Chloé Lefebvre et Marguerite Dubois-Foster. Chloé dans une robe verte, Margot en bleu, le bleu de mamie. Margot a croisé mon regard et a touché quelque chose à son cou. Elle portait un foulard et épinglé dessus, j'ai réalisé, sur un ruban délavé, il y avait une clé. Pas la clé. La clé était sur mon comptoir. Sa propre clé de maison, j'ai découvert plus tard, sur un ruban qu'elle avait attaché ce matin-là, pour que quand je regarderai, j'ai quelque chose à quoi me raccrocher qui ne soit pas la peur.
Je n'ai jamais de ma vie été aussi reconnaissante qu'une personne comprenne exactement ce dont j'avais besoin sans qu'on le lui dise. Au bout de la même rangée était assis un vieil homme en bon costume gris que je n'ai pas reconnu tout de suite. Les mains croisées sur une canne me regardant avec une expression que je ne pouvais pas identifier. J'ai supposé que c'était le grand-père de quelqu'un, un étranger, et j'ai détourné le regard. Je me suis trompé sur qui il était, et je ne comprendrais pas pourquoi il était venu avant la réception quand il s'est levé et a terminé ce que ma grand-mère avait commencé dans son bureau un an auparavant. La cérémonie d'épinglage est une chose à part, plus ancienne que l'école, calme et un peu sacrée même pour les gens qui ne sont pas sentimentaux. Un par un, nous avons traversé la scène et avons été épinglés par le corps professoral. Et puis les deux étudiants choisis ont parlé. L'autre étudiant a commencé et a parlé de résilience et elle était charmante et je ne me souviens d'aucun mot parce que je tenais mes 3 minutes dans mes mains comme quelque chose qui pourrait se renverser. Puis ils ont appelé mon nom, Sophie Dubois, et je suis allé au pupitre et j'ai fait l'erreur de regarder ma mère et elle m'a fait un petit signe de tête, publiquement encourageant. Le signe de tête qui disait « Vas-y, ma chérie. Fais ce qu'il faut et tout est pardonné ». Elle pensait réellement que cela allait arriver. Elle pensait que 16 mois d'aube et une femme morte dans ma chambre d'amis et une maison qui était la mienne et une promesse qu'une grand-mère avait extraite de son seul parent digne de confiance. Elle pensait que tout cela allait s'effondrer en une excuse parce que je l'avais regardée et qu'elle avait hoché la tête et que cela avait toujours suffi. J'ai détourné le regard d'elle. J'ai trouvé le foulard bleu de Margot et la clé sur le ruban et j'ai parlé. Je ne vais pas reproduire les 3 minutes entières, mais je vais vous donner la partie qui a compté. La partie qui a transformé le visage de ma mère en pierre en temps réel parce que je ne me suis pas excusé et je n'ai pas attaqué. J'ai fait quelque chose contre quoi elle n'avait aucune défense. J'ai dit la vérité chaleureusement sur qui m'a appris à être infirmière. La plupart d'entre nous, j'ai dit, pensons avoir choisi cela à cause d'une personne, une infirmière qui a été gentille avec nous une fois, un grand-parent que nous n'avons pas pu sauver. Pour moi, ce fut ma grand-mère Éléonore. Elle a passé les 9 derniers mois de sa vie sous mes soins. Et elle m'a appris tout ce que les manuels ne peuvent pas. Elle m'a appris qu'être présente, c'est tout le travail. Que lorsque quelqu'un est effrayé et ne trouve pas la porte, on ne le répare pas. On ne part juste pas. Elle m'a appris que les gens qui se présentent dans la dernière pièce sont ceux qui allaient toujours se présenter et qu'on découvre qui ils sont bien avant la dernière pièce. J'ai appris à être infirmière à 16 heures quand elle avait peur sans raison et que le seul médicament était une voix familière disant des choses ordinaires. Je veux être cette voix pour des étrangers maintenant parce que quelqu'un a été cette voix pour moi et parce qu'elle m'a demandé, vers la fin, de m'assurer que personne d'effrayé et d'oublié ne se sente jamais comme s'il n'avait pas de porte. Cette épingle est autant la sienne que la mienne. Merci. C'était tout. Chaleureux, vrai, public, et absolument dévastateur pour la femme au 3e rang parce que chaque phrase était une accusation tacite à laquelle elle ne pouvait répondre sans la confirmer. Les gens qui se présentent dans la dernière pièce, elle n'était pas dans la dernière pièce. Tout le monde dans notre famille savait qu'elle ne l'était pas. Je ne l'avais pas nommée. J'avais nommé la lumière et l'avais laissée se tenir dans sa propre ombre. Les applaudissements ont été longs. Ma mère n'a pas applaudi. Mon père l'a fait lentement puis s'est arrêté quand l'immobilité de ma mère l'a atteint. Et je suis retourné à ma place et j'ai pensé pendant une minute claire que c'était fini, que j'avais réussi, qu'elle resterait dans son silence blessé et partirait et que j'aurais ma journée. Je l'ai sous-estimé. Je l'ai toujours fait, jusqu'à la fin. La cérémonie s'est terminée. L'auditorium s'est vidé dans la salle de réception. Une de ces grandes salles lumineuses avec du gâteau en feuilles et du café industriel et des groupes de familles prenant des photos. J'ai trouvé Chloé et Margot. Chloé m'a serré si fort qu'elle m'a soulevé du sol. Margot a tenu mes 2 mains et n'a rien dit et n'a pas eu besoin de le faire. Pendant environ 10 minutes dans ce coin de la pièce, j'étais juste une personne diplômée, entourée de gens qui l'aimaient. Et puis ma mère a traversé la pièce, mon père à sa suite, et ma sœur Colette est apparue de quelque part, son téléphone déjà à la main. Et j'ai compris que Diane Dubois n'allait pas laisser l'histoire se terminer sur une note qu'elle n'avait pas écrite. Elle n'a pas baissé la voix cette fois. C'était le signe. Il y a 1 an à la fête, elle m'avait sifflé en privé et souri pour la pièce. Maintenant, elle voulait la pièce. Elle a décidé que si je ne m'excusais pas au pupitre, elle l'extrairait ici devant mes camarades de classe et leurs familles, où la pression des témoins l'avait toujours fait céder toute sa vie. C'était un discours assez éloquent, a-t-elle dit assez fort pour faire tourner les têtes, utilisez votre grand-mère comme ça devant tous ces gens.
n'avez-vous aucune honte? Les groupes les plus proches de nous sont devenus silencieux, ce cercle se propageant à nouveau. Maman, j'ai dit, pas ici. Oh, maintenant ce n'est pas ici. Elle a ri, cassante, jouant un rôle. Tu as fait une scène à notre anniversaire. Tu as fait une scène de toute cette famille pendant 1 an. Tu as retiré une femme malade de soins appropriés et tu l'as retournée contre son propre fils, et tu ne t'es jamais excusé une seule fois. Et maintenant, tu te lèves en toge et en casquette et quoi? Tu te canonises devant des étrangers? Elle montait en puissance et la pièce était son public. Et je l'ai regardée tendre la main vers la phrase qu'elle affûtait depuis 12 mois, celle dont elle était sûre qu'elle ferait mouche. Elle s'est légèrement tournée pour que les familles environnantes puissent l'entendre clairement. Et elle a dit, tu as humilié cette famille, et tu nous dois des excuses à chacun de nous. Dis-le. Dis-le ici, devant tout le monde, ou tu n'es plus ma fille. Et c'était ça, la demande en public exactement comme elle l'avait prévu. Toute la pièce attendait, mon père regardant le sol, Colette filmant, ma mère, rougie et certaine, tendant la main pour les excuses qu'elle avait collectées depuis l'âge de 9 ans. J'ai senti l'ancienne fissure s'ouvrir. La Sophie de 9 ans, le désir. Mes yeux me piquaient. Je les ai laissés faire. C'est la rupture numéro 2, et je n'en ai pas honte. Pendant une seconde dans cette pièce bruyante et lumineuse, j'ai voulu lui donner ce qu'elle voulait juste pour que le désir s'arrête. Puis j'ai senti la clé, pas la vraie clé, la clé de Margot de l'autre côté de la pièce sur le ruban bleu, captant la lumière. Et j'ai pensé à mamie dans le bureau de Maître Laurent disant, j'ai enfin fait une chose qu'il ne pouvait pas défaire. Et la fissure s'est refermée, et quelque chose s'est installé en moi qui n'a jamais bougé depuis. Non, j'ai dit doucement. Et dans le silence avant que ma mère ne puisse se recharger, une autre voix. Elle a raison de ne pas le faire. C'était Marguerite. Ma tante s'est avancée, quittant les loyautés d'une vie entière au 2e rang, et s'est tenue à côté de moi et s'est tournée pour faire face à son frère et à sa femme. Diane, arrête. Je ne peux pas te regarder lui faire ça encore. Je t'ai regardé le faire à la fête et je n'ai rien dit et j'en suis malade depuis 1 an. La voix de Margot tremblait mais ne s'est pas arrêtée. Il n'y a pas eu de vente, tout le monde. C'est la partie que Diane est très attentive à ne plus dire à voix haute. Il y a 1 an, Diane et Frédéric ont essayé de vendre la maison d'Éléonore, la maison de ma mère, alors qu'Éléonore était encore vivante et y vivait. Ils l'ont déménagée dans un établissement à 40 minutes de là contre sa volonté pour pouvoir la prendre. Éléonore a appelé Sophie de cet endroit, cachant son téléphone dans son pull, suppliant de rentrer chez elle. Et Sophie est allée la chercher. C'est la scène. C'est l'humiliation. Une petite fille refusant de laisser une vieille femme effrayée être volée. Elle a regardé ma mère. Tu n'as pas perdu la vente de ta maison parce que Sophie a fait une scène. Diane, tu l'as perdue parce que 70 personnes ont entendu la vérité en 11 secondes. Et tu as passé 1 an à crier à propos des secondes pour que personne ne se souvienne de la vérité. La pièce n'était plus silencieuse de manière polie. Elle était silencieuse de l'autre manière. La façon dont une pièce devient silencieuse quand elle réalise qu'elle regarde quelque chose de réel. Le visage de ma mère a fait ce que j'avais vu une fois quand j'avais 9 ans. La pause entre un mensonge et son remplacement. Mais il y avait trop de monde et Margot n'avait pas 9 ans. Et Margot ne pouvait pas être qualifiée d'instable. Ce n'est pas Marguerite. C'est une affaire de famille. Tu ne devrais pas, j'ai vu Éléonore avant qu'elle ne meure. Margot a dit, elle m'a tout dit. Et elle m'a dit que tu viendrais chercher Sophie exactement comme ça un jour, et elle m'a demandé d'être là quand tu le ferais. La voix de Margot s'est stabilisée. Alors, me voilà, sur ordre de ma mère, et cela aurait suffi. Cela seul était une histoire qui s'effondrait en public. Le cercle de témoins recalculant Diane Dubois en temps réel, exactement comme il l'avait fait à la fête, sauf que cette fois avec un nom et un témoin attachés à la vérité. Mais ce n'était pas la fin, car le vieil homme au costume gris a posé sa canne contre une chaise et s'est levé. Peut-être que je peux être utile ici, a-t-il dit d'une voix posée d'un homme qui a passé 50 ans à faire attendre les pièces pour lui. Mon nom est Maître Antoine Laurent. J'ai été l'avocat d'Éléonore Dubois pendant 30 ans et son ami pendant plus longtemps encore. Elle m'a demandé de venir aujourd'hui. Ses mots exacts, quelques mois avant son décès, étaient « Laurent, va voir ma fille obtenir son diplôme parce qu'aucun des autres n'aura la décence, et quelqu'un qui m'aimait devrait être dans cette pièce. » Il a laissé cela reposer.
Personne ne respirait. Alors, j'ai été dans cette pièce tout l'après-midi sans rien dire, comme elle l'aurait voulu, mais je trouve que je ne peux pas rester silencieux à travers cela. Il s'est tourné vers ma mère. Diane, vous continuez à utiliser le mot vol. J'ai rédigé le testament d'Éléonore. Je me suis assis avec elle seule avec un témoin et une lettre du médecin afin que personne ne puisse jamais prétendre qu'elle a été poussée. Et elle a révoqué la procuration que vous lui avez fait signer sous la contrainte. Et elle a laissé sa maison et sa succession à Sophie librement et en pleine possession de ses facultés parce que Sophie était la seule personne qui est venue quand elle a appelé. Ce n'est pas un vol. C'est la dernière décision libre d'une femme, et elle est irréfutable. Et je dirais la même chose sous serment dans n'importe quel tribunal de l'État. Comme je l'ai déjà dit à vos avocats quand ils sont venus fureter après l'échec de la tutelle. Il a repris sa canne. Éléonore savait que vous feriez exactement cela un jour. Elle me l'a dit. Elle serait désolée d'avoir eu raison. La pièce a compris maintenant, tout. Pas une scène à une fête. Pas une fille instable. Une grand-mère qui avait regardé sa famille, vu clairement qui d'entre eux avait une colonne vertébrale et une conscience, et l'avait choisi tranquillement et légalement, et une mère qui avait passé un an à crier à propos de 11 secondes, pour que personne ne pose la question évidente. Si Sophie est si instable, pourquoi la femme la plus lucide que nous ayons jamais connue lui a-t-elle fait confiance pour tout et fait confiance au reste d'entre vous pour rien? Et c'est cette question qui a brisé ma mère. Prise au piège, exposée, observée. Elle a cherché la seule chose qui lui ait jamais été réelle. Elle a cherché l'argent, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est pendue. Cette maison était due à cette famille, a-t-elle dit, et sa voix avait perdu sa performance maintenant, devenue plate et laide et honnête pour la première fois de la journée. Nous avons élevé son fils. Nous avons passé des années à nous occuper d'elle. 35 ans que j'étais marié dans cette famille, et j'ai gagné cette maison. Et Sophie a retourné une vieille femme sénile contre nous et a volé 400 000 € à ses propres parents. C'est ce qui s'est passé. C'est le crime, pas une histoire de manteau. A volé 400 000 €. Elle avait dit le chiffre à voix haute devant 30 familles lors d'une réception d'école d'infirmières. Elle a dit à toute la pièce, de ses propres mots, que cela avait toujours été une question de maison qu'elle se sentait due et que son grief avec moi n'était pas à propos d'une scène à une fête mais à propos d'argent qu'elle croyait que j'avais pris. Chaque personne dans cette pièce a regardé une mère se tenir au-dessus de sa fille fraîchement diplômée et exiger des excuses pour le vol d'un héritage qu'elle venait d'admettre qu'elle avait essayé de prendre à une femme vivante. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Elle l'avait fait elle-même, exactement comme mamie savait qu'elle le ferait. Donner à une personne comme ma mère assez de cordes et un public assez grand, et elles chercheront toujours l'argent à la fin. C'est la seule chose qui leur ait jamais été réelle. Et puis dans l'épave, la dernière voix est celle qui a mis fin à tout, Diane, ça suffit. Mon père, Frédéric Dubois, 63 ans, qui avait passé 35 ans à choisir le silence plutôt que la justice, qui avait trouvé quelque chose de fascinant sur son téléphone à chaque instant où sa famille avait besoin de lui. Mon père s'est avancé et il pleurait, ce que je n'avais jamais vu. Et il a dit, ce n'est pas vrai. Ce que Marguerite a dit est vrai. Tout. Il m'a regardé et son visage était une ruine. J'ai emballé ses manteaux, Sophie. Les manteaux de ma propre mère parce que Diane a dit que c'était la chose intelligente à faire et je ne voulais pas me battre à ce sujet. Et j'ai dû vivre chaque jour depuis en sachant que ma mère a passé ces derniers mois à croire que je les avais aidés à la ramener à la maison. Tu lui as rendu la chose que j'ai aidé à voler. Sa voix s'est brisée complètement. Tu as été la seule d'entre nous à agir comme son fils. Et tu n'es même pas son fils. Je suis, la pièce. Je ne peux pas décrire la pièce. Quelque part un téléphone s'est baissé. Colette le posant réellement. L'enfant prodige regardant toute sa position se dissoudre parce que son seul travail avait été de se tenir à côté de maman en étant d'accord et maman venait de confesser et il n'y avait soudainement plus rien de sûr à côté de quoi se tenir. Ma mère a regardé les visages autour d'elle et a finalement compris qu'elle avait perdu la pièce et que cette fois il n'y avait pas 11 secondes pour crier, seulement sa propre voix disant « voler 400 000 » et « dû ». Elle a fait la seule chose qui restait. Elle s'est retournée et est partie. Mon père ne l'a pas suivie. Cela, plus que tout, m'a dit que le mariage qui avait dirigé toute notre famille venait de se terminer dans une salle de réception autour de gâteaux en feuilles et qu'il s'était terminé de mon côté. J'ai regardé Colette, cependant, parce que Colette a eu la chute la plus dure de tout ce présent dans cette pièce,
et elle ne l'avait même pas encore compris. Elle avait construit toute son identité sur le fait d'être la fille qui se tenait à côté de maman, en étant d'accord. C'était sa seule compétence, son seul endroit sûr, et elle avait été si bonne à cela pendant si longtemps qu'elle avait oublié que c'était un pari sur ma mère étant toujours celle à côté de qui il valait la peine de se tenir. Maintenant, maman sortait par une porte latérale vers un parking, exposée, seule, et Colette se tenait au milieu d'une pièce remplie de gens qui venaient de tout regarder. Tenant un téléphone avec lequel elle me filmait, et il n'y avait soudainement personne pour traduire et rien de sûr avec quoi être d'accord. Elle m'a regardé. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à une question sur son visage. Comme si 33 ans trop tard, elle se demandait si elle avait choisi la mauvaise sœur à être. Puis elle s'est ressaisie et a suivi notre mère. Parce que quand on n'a jamais su faire autrement que de se tenir à côté de Diane, on suit Diane même sur le parking, même dans l'épave. Je ne pense pas que ce soit de la loyauté. Je pense qu'elle ne savait juste pas comment être une personne qui ne tenait pas le manteau de ma mère. La pièce n'a pas applaudi. Je veux être honnête à ce sujet parce que les vidéos se terminent toujours par des applaudissements et celle-ci non. Elle s'est terminée par quelque chose de meilleur et de plus calme. 30 familles retournant doucement à leur propre célébration, leur propre photographie, me faisant l'énorme grâce de ne pas faire de mon moment un moment à propos d'elle. Quelques personnes ont croisé mon regard et ont hoché la tête. Une femme âgée que je n'avais jamais rencontrée m'a serré le bras en passant et a dit « Votre grand-mère avait l'air d'être quelqu'un. » Elle l'était, j'ai dit. Elle était quelqu'un. Et c'était toute la justification juste là. Pas une ovation debout, juste une étrangère, enfin correctement informée, parlant d'Éléonore comme Éléonore méritait qu'on parle d'elle. Je veux vous dire une chose directement avant de vous raconter la fin, parce que vous êtes resté avec moi à travers tout cela, et je pense que vous en avez peut-être porté une version vous-même. Si vous avez déjà été celui que votre famille a décidé de blâmer, si vous avez passé des années à vous faire raconter une histoire sur vous-même et à vous faire dire de la porter tranquillement, je veux que vous entendiez que la vérité n'a pas besoin que vous criez. Elle a besoin que vous surviviez assez longtemps et que vous viviez assez honnêtement pour qu'un jour la bonne personne dans la bonne pièce puisse la dire clairement et qu'elle soit crue. Fixez votre limite. Gardez votre dignité. Laissez-les chercher l'argent. Ils le font toujours. Si cela vous a touché ce soir, j'espère que vous savez à quelle pièce vous appartenez. Voici la fin. Je n'ai pas poursuivi ma mère sur le parking. J'ai passé assez de ma vie sur les parkings avec cette femme. Je suis resté dans la pièce lumineuse avec les gens qui étaient restés avec moi. Chloé, me tenant la main. Margot, qui avait tenu une promesse à une morte et m'avait rendu un morceau de ma famille en le faisant. Mon père se tenant un peu à l'écart, ne demandant rien, juste présent pour la première fois de ma vie, ce qui était son propre genre de commencement. Mes parents se sont séparés cet été-là. Mon père a emménagé dans la maison de la rue des Tilleuls, en fait, avec ma permission sur un bail, me payant un loyer, ce qui est une phrase que je n'aurais jamais imaginé écrire. Il apprend à être mon père à 63 ans. C'est lent. Certaines choses ne se récupèrent pas. Et je le lui ai dit clairement. Et il ne discute pas. Il se montre juste maintenant. Se montrer, c'est la plupart du temps. Je suis passé à la maison le mois dernier pour vérifier une fuite. Il avait réparé le perron tordu. Celui dont mamie avertissait tout le monde. Celui qu'il avait descendu en courant enfant dans l'histoire qu'elle m'a racontée le premier après-midi où je l'ai vraiment écouté. Il était à genoux sur la nouvelle planche avec un niveau quand je suis arrivé. Et il ne m'a pas entendu au début. Et j'ai regardé mon père de 63 ans s'assurer que le perron d'une morte était droit. Et j'ai compris que c'était la seule excuse qu'il avait en lui, et que c'était, à sa manière de charpenterie maladroite, plus honnête que n'importe quelle phrase que ma mère ait jamais produite. Il a levé les yeux et m'a vu et a dit, c'est resté tordu pendant 40 ans. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais, et il n'a pas fini, et je ne l'ai pas forcé. Nous nous sommes assis sur ce perron et avons bu du mauvais café et n'avons pas parlé d'elle, ce qui est la façon dont les hommes comme mon père font leur deuil, et c'était, mon Dieu, aidez-moi. Agréable. Il a demandé une fois prudemment si je pensais un jour reparler à ma mère. J'ai dit, non. Il a hoché la tête comme un homme recevant un bulletin météo pour un endroit où il ne vit plus. Elle dit toujours que tu l'as volé, a-t-il dit. La maison. Et j'ai dit, je sais. Et il a dit, je lui ai dit que le département n'est pas d'accord. Première blague que je l'ai entendu faire.
J'ai ri pendant tout le trajet de retour. Je ne parle pas à ma mère. Ce n'est pas une blessure que je soigne. C'est une limite que je garde. Elle a envoyé, par l'intermédiaire de Colette, 2 versions d'excuses. Les 2 étaient en fait des demandes pour la maison, pour une conversation, pour que je laisse la famille guérir, ce qui dans son langage signifie laisser la famille s'accorder à nouveau sur une histoire confortable. La réponse est les 2 mêmes mots que ce premier après-midi dans ma cuisine. Ne vous dérangez pas. Colette et moi ne sommes pas en contact. Elle a choisi son camp il y a longtemps et elle l'a choisi pour 400 000 €. Et j'ai cessé d'être surprise par les gens qui sont exactement ce qu'ils m'ont toujours montré. J'ai réussi mon examen de licence. Je travaille la nuit dans un service de gériatrie maintenant, ce que tout le monde me dit être l'unité difficile, la triste. Et c'est le cas. Et je l'ai choisi exprès. À 16 heures, quand mes patients ont peur sans raison que quiconque puisse nommer, je sais exactement quoi faire. Je tire une chaise. Je ne répare pas. Je ne pars juste pas. Je suis la voix familière disant des choses ordinaires. Il y a une femme dans mon service en ce moment, 81 ans, dont la famille visite une fois par mois et appelle cela de la dévotion. Et je m'assieds avec elle les longs après-midi et je pense à une robe bleue et une clé sur un ruban et une fête qu'une famille entière a décidé de se souvenir à tort. Il y avait une autre chose et je ne l'ai comprise qu'en août, 3 semaines après la réception. Maître Laurent a appelé et m'a demandé de passer à son bureau et quand je suis arrivé il a glissé une enveloppe sur le bureau, mon nom sur le devant de la main de mamie, l'écriture soignée et laborieuse d'une femme luttant contre la maladie pour chaque lettre. Elle l'a écrite le même après-midi où elle a changé le testament. Il a dit de la garder jusqu'à ce que ce soit fini. Tout. Elle a dit, Sophie saura quand ce sera fini. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Je dirais qu'une pièce remplie de vos pères de votre mère regardant la vérité éclater compte comme fini. Je ne l'ai pas ouverte là. Je l'ai ouverte cette nuit-là sur le sol de ma cuisine avec la clé dans l'autre main parce qu'apparemment, ce sol est l'endroit où les choses importantes de ma vie se produisent. C'était 3 phrases. Il était écrit, Sophie, ils te diront que ce que tu as fait était cruel, et ils le croiront parce que c'est plus facile que de croire ce qu'ils ont fait. Ne perds pas une seule heure à essayer de changer d'avis. Tu as déjà changé le seul avis qui comptait. Le mien. Et je l'ai écrit là où ils ne peuvent pas argumenter. Amour, mamie. PS enlève les croûtes. Il les aime toujours sans. Elle m'avait entendu cette nuit de février, le sandwich pour le fantôme. Elle était revenue plus loin que je ne le savais, et elle s'en était souvenue, et elle l'avait gardé, et elle y avait mis une blague au bas de la dernière chose qu'elle m'ait jamais écrite. Afin que la lettre qui mettait enfin les choses au clair me fasse aussi rire sur le sol de la cuisine à minuit. C'était Éléonore. C'était la femme que ma famille avait mise dans une camionnette et conduite à 40 minutes de là pour qu'il puisse vendre sa maison. La clé est toujours sur mon comptoir sur son ruban bleu délavé. J'ai gardé la maison. Je ne la vendrai jamais. C'est la maison de mon père maintenant, et un jour ce sera autre chose, mais ce ne sera jamais un acompte pour la cuisine de quelqu'un d'autre. Certaines nuits, je tiens la clé, et je pense aux 2 sièges au 2e rang. Ma mère croyait que refuser de s'asseoir dans l'un d'eux était une punition qu'elle me donnait. Elle n'a jamais compris que la chaise vide qu'elle laissait derrière elle était remplie par quelqu'un qui disait la vérité et que c'est toute l'histoire de ma vie avec elle compressée en un après-midi. Elle n'a cessé de parier mon désir d'être incluse contre ma volonté d'être honnête et elle a finalement perdu. Je ne me suis jamais excusé d'avoir humilié la famille. On ne peut pas s'excuser pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais je vais vous dire ce que j'ai fait ce samedi-là dans une pièce lumineuse et bruyante devant 30 familles et mon père et la femme qui m'a élevé pour être exactement aussi têtu. J'ai laissé les sièges vides. Et puis j'ai laissé quelqu'un d'honnête s'asseoir. C'étaient les excuses que je devais. Ce n'était juste pas celles qu'il voulait, et ce n'était pas à moi de les donner. C'était celles de mamie. Et elle les avait déjà faites dans le bureau d'un avocat un bon après-midi de sa propre main ferme. J'ai enfin fait une chose qu'il ne pouvait pas défaire. Elle m'a choisi. Une fois, c'était suffisant.